c'est l'actualité du moment, parce que tout bon Ivoirien se dit, si ces gens-là descendent là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la vie de nos parents en Côte d'Ivoire ne sera pas en danger? C'est une très belle question que vous vous posez. Et beaucoup m'ont demandé, éclairant, qu'est-ce que tu penses sur cette question-là? Et donc, je vais vous donner pleinement ce que je pense de la question, pour que peut-être certains vont comprendre certaines choses qu'ils ne comprenaient pas auparavant. Mais surtout, je vais aussi évoquer cette problématique-là avec un esprit très ouvert. Je vais peut-être dire des choses que certains n'auront pas compris. Posez-moi des questions. Et je vais dire aussi des choses qui ne seront peut-être pas justes. S'il vous plaît, venez et corrigez. Je ne parle que de ce que je sais. Mais je ne connais pas tout. Mais je vais vous dire ce que je sais pour qu'ensemble nous puissions nous éduquer mutuellement. Voilà la posture que j'adopte sur cette question. Parce que quand tu n'es pas fils d'un pays, que tu dois parler d'un pays, et que tu es sérieux dans ce que tu dis, tu dois chercher à te rapprocher de la vérité. Parce que ce que les fils et les filles du Mali vivent, selon leurs différentes composantes, peut-être que ce que je vais dire peut être opposé à leur vérité ou à la vérité. Donc c'est avec un esprit très ouvert que j'aborde cette question. Et je souhaite aussi que tous ceux qui vont m'écouter puissent être dans le même ordre mental, celui d'apporter la vérité et celui de nous rapprocher des faits pour trouver des solutions pratiques. Cela étant dit, depuis quelques heures, on entend qu'il y a des milliers de Maliens qui veulent se déverser sur la Côte d'Ivoire. La première question que je vais poser, elle est simple. Si tous ces Maliens-là, aujourd'hui, viennent sur la Côte d'Ivoire, est-ce que nous, Ivoiriens, pour ne pas que les gens nous rappellent qu'on a signé des accords internationaux à travers le HCR, qu'on a des accords à travers l'ONU, pour ne pas qu'on soit critiqué et que nous soyons mis mal à l'aise, est-ce que nous devrions sacrifier notre sécurité intérieure au nom des accords internationaux? Je pose la question sur ce angle-là. En français simple, on dit quelqu'un en danger. Le droit naturel humain veut que quand quelqu'un est en danger là, il faut lui rapporter de l'assistance, du secours. Mais est-ce que, parce que le droit naturel me demande de sauver quelqu'un qui est en danger là, est-ce que ce droit naturel me dit de sacrifier moi-même ma sécurité pour sauver quelqu'un? En d'autres termes, est-ce que nous devrons mettre la Côte d'Ivoire en danger, en insécurité, parce que les accords internationaux nous demandent de sauver des gens qui ne méritent pas la peine d'être sauvés? Et là, selon moi, la réponse là, non. Si je veux sauver quelqu'un, il faut que moi-même je sois en garantie que je ne mets pas ma vie en danger. Ça là, c'est l'intelligence la plus simple. Et qu'est-ce qu'on a constaté? À partir du moment où le Mali, le Burkina, le Niger ont créé l'AES, nous ne fonctionnons plus dans le même ensemble politique et idéologique. C'est très important. Face aux accords internationaux, je peux imposer la réalité que nous sommes dans deux blocs idéologiques différents. Eux sont dans l'AES, nous sommes dans la CEDEAO. Donc, au nom de cette réalité-là, qui est aussi partie prenante des accords internationaux, à partir du moment où ils sont dans l'AES, la libre circulation des biens et des personnes est invalidée. Ne tient plus la libre circulation des personnes et des biens. Ça fait un. De deux, le bon sens, la capacité de comprendre les faits simples me disent, si je dois sauver quelqu'un là, mais qu'en sauvant la personne, moi-même je vais mourir là, le bon sens dit de laisser la personne mourir. Ça fait deux. De trois, est-ce que les Maliens vous ont dit que eux ils ont besoin d'aide alors que la prise de conscience n'est pas encore au rendez-vous chez eux? Ce qui se passe là, c'est pas un fait qui est arrivé ex nihilo, c'est pas venu un coup. Depuis qu'ils ont pris les indépendances en 1960 là, les Maliens sont dans le même comportement. Si c'est pas coup d'État, c'est désordre,
et en même temps l'analphabétisme et la pauvreté. C'est-à-dire, ils ne font rien pour prendre conscience qu'il y a des comportements en eux-mêmes là. Que ce sont ces comportements-là, tant qu'ils ne vont pas changer, les mêmes choses vont toujours continuer. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas changer son comportement, quelqu'un qui n'a pas pris conscience, est-ce que toi tu peux sauver cette personne? Est-ce que l'aide que tu vas apporter à cette personne-là, est-ce qu'elle sera dans l'obligation de reconnaître cette aide et est-ce que cette aide sera utile? J'espère bien que là, les questions que je pose, c'est à tout le monde. Mais essayons de rendre la chose un peu plus simple. Au Mali, presque tout le monde parle le bamana. Dans la langue bamana, il est dit que saya ka fisani maloya ye. Saya ka fisani maloya ye. Cela veut dire, la parole est tellement sacrée qu'il vaut mieux mourir que de se dédire. Les vrais Maliens, leurs ancêtres, c'est avec cette force d'attitude qu'ils ont vécu. C'est dans ce comportement-là qu'ils ont vécu. C'est sur ce comportement que Babemba a préféré mettre fin à sa vie, mais n'a jamais accepté de se dédire. Parce que la parole est sacrée. Mais est-ce que vous, les Maliens d'aujourd'hui, est-ce que votre parole est sacrée? Parce que si votre parole était sacrée comme vos ancêtres, ce que vous avez dit de la Côte d'Ivoire, et ce que vous avez souhaité de la Côte d'Ivoire, et le comportement des vieux sages de Ségou, et les comportements et les propos et les actions et les attitudes que vous avez tenues vis-à-vis des Ivoiriens, si vous savez que vous avez du sacré dans vos paroles, dans vos propos, vraiment, vous ne devrez pas aujourd'hui prendre la direction de la Côte d'Ivoire, parce que c'est une honte. Et un homme, là, ta parole, là, quand elle se retourne contre toi, là, ça, c'est une malédiction qui te frappe à l'infini. Parce que quand toi-même, tu dis, c'est un exemple, je prends, j'ai dit, Dieu, si tu veux, là, il faut me maudire. Ou mais on voit certains souvent, et moi, je jure, si c'est pas moi, là, le tonnerre n'a qu'à me frapper. Un être humain, là, quand tu te maudis toi-même, là, c'est très dangereux. Et ça, là, quand ça va s'accomplir, là, ça s'accomplit avec une rigueur que tu n'avais pas imaginée. Maintenant, ce que je suis en train d'évoquer, là, c'est votre propre tradition, je prends pour mettre en face de vous, comme de la manière le prophète des musulmans prenait les juifs de Médine et leur disait, moi je ne vais pas appliquer la loi de l'islam sur vous, hein, mais prenez vous-même là ce qui est écrit dans les décalogues et appliquez ça sur vous. Ça s'appelle du bon sens. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire ce en quoi il ne croit pas. La comme Waliadine. Donc, allez appliquer ce que vous avez fait là. Regardez dans vos textes de loi, dans les décalogues, là, dans les 10 commandements, là, appliquez votre propre loi sur vous-même. Si vous êtes capable de le faire, vous saurez si vous êtes dans la vérité ou pas. Vous les Maliens d'aujourd'hui, là, est-ce que votre parole est sacrée comme c'était le cas chez vos ancêtres? Aujourd'hui, en prenant la direction de la Côte d'Ivoire, vous acceptez d'être les hommes les plus maudits, qui n'ont ni respecté la tradition de leurs ancêtres, et qui ne sont pas capables de se souvenir du mal qu'ils ont fait aux autres. Vous ne pouvez pas avoir maudit la Côte d'Ivoire et aujourd'hui prendre la route de ce pays-là pour dire comme on est en difficulté, on va venir chercher le bonheur dans le pays que vous avez maudit. Tel n'était pas le comportement de Soumyata Keïta. Tel n'était pas le comportement de Babemba. Tel n'était pas le comportement de Moussa Kankou. Tel n'était pas le comportement de Sogolon Kedju. Tel n'était pas le comportement de Moussa Tunkara. Vous allez me demander, mais c'est qui Moussa Tunkara? Moussa Tunkara, là, c'est chez lui que Soundiata allait se cacher. Quand Soundiata et sa maman ont été ostracisés, là, celui qui les a protégés s'appelle Moussa Tunkara. Vous dites que vous connaissez le Mali, mais nous, on connaît le Mali plus que vous. Moi, je connais le Mali plus que vous. Donc là, tout ce que je dis là
Écrivez, prenez, gardez. Et je mets quiconque au défi est un vrai Malien, comme vous le dites là. Venez trouver un seul point pour dire que ça, c'est pas vrai. Donc la tradition même sur laquelle vous voulez parler là, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez même pas. Et donc vous êtes en train de vous nourrir de fausses illusions. Et quelqu'un qui se nourrit de fausses illusions, la personne est dans l'égarement et la perdition. Et c'est ce chemin de la perdition là, c'est ça qui est votre comportement et votre mode de vie. Mais comme vous n'avez pas pu respecter la parole de vos ancêtres, et que votre parole n'est plus sacrée, et que vous ne savez plus qui vous êtes, vous vous réfugiez maintenant dans les religions comme l'islam, le christianisme. Je vais encore vous aider, on va naviguer dans ces religions-là, pour voir si votre comportement correspond à cela encore. Pour les Maliens qui sont chrétiens, dans le chapitre d'Osée 4, verset 6, qu'est-ce que le Christ nous dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Quand vous-même les Maliens, vous vous regardez. Vous dites que vous êtes fiers de Kankou Moussa. Vous êtes fiers de Soundiata Keïta. Mais ce qui a fait que vous êtes fiers d'eux là, c'est parce que eux ils avaient du caractère. Ils avaient un comportement qu'ils ne violaient pas. Bon, vous avez violé la loi de vos ancêtres. Donc vous ne pouvez plus vous estimer être les représentants de vos ancêtres. Vous êtes devenus la honte de vos ancêtres. Maintenant, les religions qui sont venues d'ailleurs, là, comme le christianisme dit, qu'un homme là, quand tu n'es pas capable de respecter la tradition de tes ancêtres, et que tu évolues sans la connaissance du passé, et sans la connaissance acquise du présent, c'est que tu es toi-même ton propre malheur. Puisque tu as rejeté la connaissance, donc là, moi aussi Dieu là, je vais t'abandonner dans ta condition. Et qu'est-ce que je vais te faire pour te montrer que tu seras parmi les peuples les plus maudits? C'est que tu ne trouveras pas ta voie. Et vous les Maliens, quand vous vous regardez aujourd'hui là, c'est sur quoi même vous fonctionnez? Vous avez oublié vos ancêtres, vous avez oublié Dieu. Dieu aussi a oublié les enfants du Mali. Puisque vous ne savez même pas reconnaître ceux qui sont bien et qui vous font du bien. Vous êtes les pires à combattre ceux qui vous font du bien. Vous combattez l'Algérie, vous combattez la Côte d'Ivoire, vous combattez la Mauritanie. Or, ce sont vos voisins les plus puissants. Et vous les combattez sur quelle base? Le bien que Dieu leur a accordé. Pourquoi Dieu ne détruit pas ce bien? Vous ne priez pas Dieu pour que Dieu vous donne aussi du bien. Pour que Dieu fasse que vous ressemblez à vos voisins. Parce que si vous aviez de la connaissance, ou bien si vous cherchez la connaissance, vous allez demander aux Algériens, aux Mauritaniens et aux Ivoiriens, qu'est-ce qui fait que vous êtes devant nous? Et quand ils vont vous expliquer là, c'est ça qu'on appelle la connaissance. Mais comme vous avez rejeté cette connaissance, Dieu vous a dépouillé du bon sens. Et comme vous n'avez plus le bon sens, vos enfants seront condamnés à souffrir. Et le même verset est expliqué en islam, puisque vous dites que vous êtes musulmans en majorité. Dans votre Coran, la sourate Al-Arad, la sourate 13, verset 11, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? En vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui fait défaut en eux-mêmes. Et lorsque Dieu veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Le message, il est très clair. Le message commence par quoi? En vérité. Alors, qu'est-ce que le Christ nous a osé? La connaissance. Est-ce qu'on peut avoir une vérité si elle n'est pas basée sur la connaissance? Parce que nous, on fait aussi, nous, on fait l'étude croisée des religions. Est-ce qu'on peut avoir la vérité sans que le fondement ne soit la connaissance? Et donc là, si tu veux obtenir cette vérité-là, c'est elle qui va te permettre de modifier l'état de conscience des individus qui sont dans ta société.
Or, tant que les gens qui sont de ta société, les Maliens, le peuple là, vous, quand vous mettez ensemble là, il y a un mauvais comportement à l'intérieur de vous, c'est le manque de connaissances. Le manque de vérité. Votre rapport à la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes là, les Maliens, vous m'écoutez. Est-ce que le peuple du Mali, est-ce que vous aimez la vérité? Parce que si vous aimez la vérité là, on vous a trop dit la vérité. On vous a trop montré la vérité. Mais tant que vous n'aimez pas la vérité, comment est-ce que vous pourrez être les amis de la connaissance? Et donc là, ce mauvais comportement de vous bloquer à ne pas accepter la vérité, la connaissance là, c'est ça qui fait que tout le monde peut taper sur Google. Mali, Burkina, Niger, les 3 premiers pays les plus analphabètes au monde. Point. C'est aussi simple que cela. Et tant que votre condition va demeurer ceci, que vous êtes en train de faire championnat dans l'analphabétisme là, Dieu va vous infliger un malheur qui sera sans fin. Parce que ça ne dépend pas de Dieu de venir vous faire changer. C'est à vous-même de prendre conscience et de dire, il faut qu'on change notre manière de faire les choses. Mais là encore, ce qui est intéressant, Dieu prévient, lorsque Dieu veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Maintenant, tous ceux qui vont vouloir aider des ennemis de la connaissance et de la vérité, Dieu va transformer ce peuple maudit là. Pour toi-même qui veux les aider là, Dieu va te limer correctement. Parce que quelqu'un qui se comporte comme une brute, quelqu'un qui se comporte comme un animal là, tu ne peux pas changer sa condition tant que la prise de conscience n'est pas avec. Et ils n'auront pas d'autre protecteur en dehors de Dieu, en dehors de la vérité, en dehors de la connaissance. Parce que partout, qu'est-ce que l'expérience a prouvé? Partout dans un peuple, dès qu'on voit que le peuple accepte d'aller vers la vérité, la connaissance, qu'est-ce qu'on constate? Le peuple obtient la paix. Et de cette paix-là, le peuple obtient son avancée, ça veut dire sa progression, son progrès si vous voulez. Ce sont des choses qui vont naturellement ensemble. Tu ne peux pas te développer si tu n'as pas la connaissance. Tu ne peux pas avoir la connaissance si tu n'aimes pas regarder et analyser les choses dans leur vérité. Et donc, ce sont des choses très simples que tout le monde peut comprendre. Et donc, tellement vous vous êtes condamné à ne pas accepter la vérité. Un autre exemple encore, on est aujourd'hui au 21e siècle. Vous êtes condamné à chercher vos modèles dans les hommes du 13e siècle. Quand Kouroussa a fait ça, Soukoulon Kedjo a dit ceci, Bala Faseki avait fait ça, qui encore, Sundiata a déterré Baobab. Bon, c'est ça là. Ça, c'est la marque même de l'ignorance. Après eux là, c'était la réalité de leur époque. Toi-même, tes arrière-parents, tes grands-parents, toi-même, tu as vécu dans ces fables-là. Vous n'avez rien ajouté au Mali d'aujourd'hui. C'est ça qui vous a mis en retard. Et c'est ça qui vous condamne aujourd'hui. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que le Mali est devenu l'image de ce pays arriéré, attardé. Ce que vous appelez à Bamako les amalgèmes là. Le Mali est devenu aujourd'hui le pays des amalgèmes. Et c'est pourquoi tous les malheurs vont vous frapper. Parce qu'aujourd'hui, là, Dieu lui-même vous a abandonné. Parce que vous n'avez pas voulu accepter la vérité, la connaissance. Donc Dieu vous a infligé des malheurs qui ne feront que... Il aura encore pire que ce que vous voyez là. Parce que vous voulez rechercher la protection dans le mensonge. Mais vous ne voulez pas chercher la protection dans la vérité et dans la connaissance. C'est pourquoi Dieu vous a apporté des gens qui sont plus obscurantistes que vous-même. Et ces gens-là, c'est qui? C'est des gens qui sont venus pour enlever votre sauvagerie dans vos têtes. C'est le génie. Le génie, là. Je vais aller doucement dans les explications pour que vous compreniez beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un mot arabe qu'ils ont pris pour abréger en français. Vous voyez J-N-I-M. En français, ça ne veut rien dire. Ce sont des mots arabes qu'ils ont pris pour coller pour un sens français. Mais quand tu entends Jénim là, ça veut dire Jamaat, Nusrat al-Islam, Wal Muslimin. Le groupe de soutien à l'islam
et aux musulmans. C'est ce que ça signifie. Mais le Jenim là, c'est pas seulement un groupe, hein. C'est 4 différents groupes qui sont mélangés. Ils ont mis leurs intérêts ensemble pour frapper le Mali. Vous vous souvenez, en 2012, il y avait un mouvement qu'on appelait Moujao, et puis en sardine là. C'est eux qui se sont mis ensemble, ils sont devenus en sardine. Ça veut dire ceux qui viennent pour aider la religion. Il y a un deuxième groupe qui s'appelle Al-Mourabitoun. En français, on va les appeler les Almoravides. Il y a le Front de libération du Massina qui est dirigé par Amadou Koufa. Et puis, il y a l'Émirat du Sahara. Ça là, c'est un groupe sous-traitant de AQMI. Et il y a AQMI même qui existe au Mali. AQMI, ça, c'est la branche maghrébienne. Al-Qaïda au Maghreb islamique. A, Al-Qaïda, Q, Qaïda, M, Maghreb islamique. Et il y a les putschistes eux-mêmes. Prenez bien le temps d'écouter ce que je suis en train de vous dire. J'ai bien dit que ce que l'on voit aujourd'hui, Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin, qu'on appelle le Jenim là, dans leur version d'aujourd'hui là, c'est pas seulement les 4 groupes qu'on connaît. Les 4 groupes Ansardine, Al-Mourabitoun, le MLF qu'on appelle le Front de libération du Massina, et puis l'Émirat du Sahara. Ça, c'est ce que tout le monde voit. Mais l'Émirat du Sahara, là, eux, là, ils travaillent pour AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, comment tu peux exclure Al-Qaïda au Maghreb uni de la question, alors qu'ils ont une représentation au sein du Jenim? Donc, ils n'ont fait que gagner en expérience pour créer des circuits-salles. Donc, en réalité, le Jenim, en plus d'être les 4 groupes là, il y a encore d'autres groupes qu'il faut ajouter dedans. Et écoutez bien cette partie-là. Il y a d'abord AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et demandez-vous, est-ce que le Mali est dans le Maghreb? Est-ce que le Mali est considéré comme un pays maghrébin? Mais comment se fait-il qu'il y a des filiales d'AQMI qui sont là-bas? Et le chef d'Al-Qaïda au Maghreb, il s'appelle Abu Ubaida Youssef Al-Anabi. C'est ça son nom. C'est un Algérien. Mais son vrai nom, c'est Yazid Moubarak. Je dis bien, c'est un Algérien. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que je vais vous démontrer que le problème du Mali, là, ça dépasse les frontières du Mali. Donc si vous ne suivez pas bien, là, vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses. Donc en plus des 4 groupes que les médias vous ont présentés, là, vous voyez que je fais un développement qui va vous montrer beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a AQMI qui est dans le problème. Aujourd'hui, il y a les putschistes que vous voyez là. Et ils sont aussi une partie du problème. Parce que le problème qu'on voit aujourd'hui là, il faut d'abord chercher qui pose les problèmes d'abord. Si on sait qui sont les forces qui posent le problème, on va maintenant chercher à aller vers la solution. Donc ce ne sont pas ces 4 groupes seulement. Il y a AQMI lui-même, il y a les putschistes eux-mêmes, il y a les opposants bâillonnés par les putschistes. Les opposants que Assimi a dit là, il n'y a plus de parti politique là. Eux là, ils se sont ajoutés et ils soutiennent aujourd'hui le Jenim. Il dit comme Assimi est devenu l'ennemi public, il ne veut plus nous voir. Même si c'est le diable qui est en face là, on va collaborer avec le diable. Il faut aller regarder, j'ai suivi une émission sur France 24. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre cette question. Parce que nous, quand on regarde la télévision là, on n'écoute pas et on n'entend pas les choses de la même manière. Il y a un représentant qui a parlé. C'est un chrétien. Mais il dit, quand il parle là, leurs intérêts et les intérêts du Jenim vont dans le même sens. Comment faire tomber le pouvoir de Bamako?
Donc le pouvoir de Bamako a créé sans le savoir des ennemis. Les opposants qu'ils ont bâillonnés. Eux sont prêts aujourd'hui à se lier avec les groupes terroristes pour faire tomber les putschistes. Donc eux aussi sont du problème. Un autre groupe de personnes qui sont dans l'équation des problèmes, ce sont les généraux et les militaires qui ont été frustrés, humiliés et même qui sont souvent en prison. Est-ce que vous ne vous souvenez pas récemment, Assimi a fait une vague d'arrestation. De cette vague d'arrestation, des généraux ont été humiliés, des personnes ont été frustrées, des gens ont été mis en prison. Et derrière eux, tous ceux qui se reconnaissent en eux, eux tous aujourd'hui sont dans la même armée malienne, mais ils sont frustrés. Et aujourd'hui là, ils veulent faire payer ça cher aux putschistes. Donc eux aussi, ils sont du problème aussi. Il faut tenir compte d'eux. Et il y a un groupe qui va vous surprendre. Africa Corps, qu'on appelait Wagner, eux aussi, ils sont de l'équation des problèmes. Donc on se retrouve avec combien de groupes maintenant? On a Ansardine, on a Al-Mourabitoun, on a le Front de Libération du Massina, on a l'Émirat du Sahara, on a ACMI, on a les putschistes eux-mêmes, on a les opposants bâillonnés, on a les généraux et les militaires frustrés, et on a Wagner. Donc vous voyez que contrairement à ce qu'on veut simplifier, on se retrouve avec 9 acteurs. On se retrouve avec 9 acteurs. Donc ce n'est pas un petit problème. Quand je vous parle par exemple pour dire que le problème va au-delà des frontières du Mali, à partir du moment où Assimi a invité les Wagners, aujourd'hui la Russie, à travers les Wagners, est partie prenante du problème. Comment se fait-il que Al-Qaïda au Maghreb uni, dont le chef est Abu Ubaïda Youssef Al-Nabi, qui n'est pas du tout malien, mais eux ils sont là à travers leur succursale qu'on appelle l'Émirat du Mali, qu'est-ce qu'ils ont dans ce problème-là? Ce qu'ils ont dans ce problème-là, c'est que l'Algérie les utilise pour sécuriser leurs frontières. Est-ce que vous pouvez me dire que donc l'Algérie n'est pas partie prenante du problème? Voilà comment nous on creuse les problèmes pour montrer les vraies vérités. Et donc voilà certains acteurs du problème que je mets en face de tout le monde. À partir du moment où nous connaissons les acteurs du problème, qu'est-ce qui a fait que le Mali est aujourd'hui tombé? Ou bien tout au moins, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous constatons que le Mali est devenu ce pays-là aujourd'hui qui s'effondre sur lui-même? Il y a 3 raisons fondamentales. Il y a la faillite des intellectuels. Ça veut dire un pays où ceux qui connaissent, ceux qui ont appris le savoir, quand ils démissionnent là, ou bien que le peuple même là, par faute de connaissance, tue ses prophètes, ses connaisseurs, il y a ce problème-là. Il y a la faillite sociale et morale. Le peuple lui-même là, il vit pour atteindre quel idéal? Le peuple lui-même là, il vit pour atteindre quel idéal? Il veut quoi? Il veut quel type de vie? Un peuple qui est ancré dans le phare du 13e siècle, alors que nous sommes au 21e siècle, c'est un peuple qui est en train d'encourager l'analphabétisme. Parce que leurs histoires qu'ils racontent là, tu ne trouveras pas une version fixe. Et tout est basé sur des légendes urbaines. Et il y a la faillite militaire. Ça, ce sont les 3 grands problèmes que tout le monde peut voir de façon la plus simple. Qu'est-ce que j'appelle ici la faillite des intellectuels? On va aller doucement, doucement pour que vous compreniez. Il y a un monsieur qui s'appelle Cheikh Modibo Diarra. Il travaillait à la NASA. Entre avril et décembre 2012, quand les Français ont bombardé les djihadistes qui les ont dispersés, il est venu pour être premier ministre au Mali. Est-ce que vous pouvez dire que ce monsieur-là, là où à l'étranger on a reconnu son savoir jusqu'à la travailler dans la NASA, est-ce que vous pouvez dire que cela est bête? Quelqu'un qui s'assoit pour régler des problèmes sur d'autres planètes. Si lui il a été incapable, si lui son savoir n'a pas pu aider le Mali là, c'est Côte d'Ivoire qui peut aider le Mali? Chers parents, les questions que je pose là, écoutez-les très bien parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Cheikh Modibo Diarra là, lui c'est quelqu'un là, c'est un grand intellectuel. C'est quelqu'un qui est là à l'école. Son savoir a été utile à l'humanité.
On l'a utilisé dans la NASA pour aller sur les fusées dans d'autres planètes. Son savoir a servi dans ça. Mais ce monsieur-là, il a été humilié au Mali. Il allait là-bas pour être premier ministre, pour aider le Mali avec son savoir, qui a aidé l'humanité là. Mais il a échoué entre avril et décembre 2012. Parce que le peuple du Mali ne veut pas la connaissance, ne veut pas la vérité. Ça fait un. Deuxième chose, en septembre 2013, pour que les choses s'arrangent, la communauté ouest africaine à travers la CEDEAO a imposé M. Diongouna Traoré comme le chef président par intérim pour pouvoir conduire le Mali vers la stabilité. Mais Diongouna, un jour, il a été attrapé, frappé comme un chien en public. Et qui a fait? Le peuple. C'est qu'ils avaient fait à Modibo Diarra, les mêmes humiliations. C'est exactement comme ce que le peuple d'Israël faisait en tuant ses prophètes. Ceux qui viennent pour vous sauver là, si vous les tuez là, c'est qui va vous sauver? Vous-même là, c'est parce que vous êtes dans le malheur. Ce que Dieu fait venir vers vous pour vous sauver là, si vous les humiliez, vous les tuez là, qui va vous sauver? Et encore pour vous montrer la faillite des intellectuels. Prenez un monsieur qu'on appelle Shogel Kokala Maïga. Un monsieur qui dit qu'il en a dans la tête. Mais au lieu d'aider le Mali à s'en sortir, il est devenu le partenaire de ces putschistes et il a causé une trahison intellectuelle et une faillite morale à la tête du Mali. Jusqu'à ce que les putschistes viennent à comprendre que c'est un escroc. Et aujourd'hui, là, il est humilié comme vous ne pouvez l'imaginer. Il n'a fait que de la propagande, le mensonge. Et la réalité a fini par le rattraper. Et donc, un pays où les intellectuels ne peuvent plus jouer leur rôle. S'il n'y a pas d'intellectuels dans un pays, pour dire aux gens qui sont moins intellectuels ou même des analphabètes, voilà ce qui peut nous arranger. Est-ce que ce pays-là peut s'en sortir? La deuxième raison qui a posé les problèmes au Mali, c'est la faillite sociale et morale. Est-ce qu'un être humain, là, tu peux vivre sans moralité? Est-ce qu'un être humain, là, on peut être en société sans être organisé? Bon, chers Maliens, les histoires de Kankou Moussa, il était l'homme le plus riche. Les histoires de Sunata enlevé Baobab. Les histoires de Sogolon a attrapé 3 buffles. Bon, ces histoires-là, ça a quel bénéfice sur votre vie d'aujourd'hui, là? Ces fausses histoires avec lesquelles vous devenez orgueilleux, mais pour vous rendre plus bêtes chaque jour, pour devenir les peuples les plus analphabètes de la terre, là. Ces histoires-là, ça vous apporte quoi de façon concrète aujourd'hui? Ce qui fait qu'aujourd'hui au Mali, une mère couche avec un homme, son amant, quand elle-même sent qu'elle est vieille là, elle prend sa jeune fille de 15-18 ans pour se remplacer à cause de l'argent. Ça là, est-ce qu'il y a un acte de jahilia qui peut être plus grave que ça? Est-ce qu'il y a un acte d'obscurantisme qui peut être plus grave que ça? Ce qui fait honte à l'humanité là, c'est ce qui est devenu vous, ce qui vous fait plaisir. C'est ça qui fait que vous êtes toujours chez les marabouts, chez les féticheurs. Quand tu vas à Bamako là, c'est les sacrifices qui sont versés partout dans la rue. C'est des colas ici, c'est l'eau, sacrifice. On se va faire, comment on appelle, adoration, c'est Bafaro. Quand je dis le nom là, vous savez de quoi je parle. Bafaro. Les génies de l'eau là, vous connaissez. Je connais aussi. C'est pas vous qui faites les sacrifices à Bafaro. Et en même temps, vous dites que vous êtes des musulmans. Mais vos actes sont opposés à l'islam lui-même. Vos actes sont opposés à toute réforme qui peut vous amener vers le développement. Votre manière de penser est encore au XIIIe siècle. Mais vous vous accrochez à ça. Alors que d'autres pays sont là. Les réalités du moment sont là pour vous montrer que vous devez changer. Donc, c'est une démission de la population elle-même. Une population qui ne veut pas son propre bonheur. Une population qui ne veut pas comprendre sa réalité. Une population qui est devenue bête. Et le troisième facteur le plus grave, le rôle des militaires dans toute société, c'est de maintenir la paix, la stabilité. Aujourd'hui, les militaires, là, hier on a dit à tout le monde que c'est parce que
les intellectuels et les politiciens ont échoué. Mais on est venu découvrir que ça c'est vrai. On a découvert que c'est la société elle-même aussi qui a échoué. Parce que ne sachant pas ce qui est bon pour elle, elle s'est accrochée aux fables du XIIIe siècle de Sundiata et autres. Mais ce qu'on n'avait pas encore vu, c'est que les militaires qui avaient dit que eux, ils allaient pouvoir tout réussir. Aujourd'hui, tout l'appareil militaire du Mali est dézingué. Aujourd'hui, que les militaires qui sont au pouvoir là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le travail d'un militaire à la place d'un militaire? Un mécanicien ne peut pas faire le travail d'un militaire. Comme un militaire ne peut pas faire le travail d'un médecin. Aujourd'hui, là, les militaires qui devraient assurer la paix et la stabilité du territoire malien, ils n'ont qu'à vous faire le bilan. Si le bilan, il y a un progrès là, ils n'ont qu'à venir le faire. Aucun bilan. Il n'y a tellement pas eu de bilan de progrès qu'aujourd'hui, on retrouve le génime aux portes de Bamako. Donc arrêtez de mentir aux gens. La réalité est en face de vous maintenant. Le génie est à la barbe de Bamako. Ça veut dire que tout le pays est pris. Si tel n'était pas le cas, nous ne serions pas ici aujourd'hui en train d'évoquer cette question. Donc quel que soit ce que vous allez dire, quand les civils étaient là, les djihadistes ne pouvaient même pas imaginer traverser la moitié du Mali. Mais aujourd'hui, ils sont à la barbe de Bamako. Ça veut dire que les militaires ont échoué là où ils devraient réussir. Donc ça veut dire quoi? La question que je pose ici est simple. Un pays où les militaires sont incapables d'assurer la sécurité et la paix. Un pays où les intellectuels ne peuvent pas exercer leur rôle ou bien refusent d'exercer leur rôle. Un pays où la population elle-même accepte son effondrement moral et son effondrement social à travers l'analphabétisme. Est-ce qu'on parle encore d'un pays? En réalité, si le Mali existe, c'est simplement 4 lettres, M-A-L-I. Mais le Mali en tant que pays, en tant qu'institution, en tant que force militaire, en tant que force intellectuelle, en tant que force sociale, ça n'existe plus depuis longtemps. Et donc il n'y a plus de pays en réalité. Vous vivez sur du vent. Et c'est ce que le génie et les forces du mal sont venus vous démontrer. C'est ce qu'ils ont mis aujourd'hui en face de vous. Pour vous dire, tant que vous allez rester dans ces mauvais comportements-là, il y a même bien pire que cela qui peut vous arriver. Mais à ces 3 problèmes fondamentaux, il faut encore ajouter les problèmes internes qui ont été très mal gérés depuis les indépendances. Depuis 1960, là, il y a des problèmes au Mali comme dans tous les pays au monde. Mais ces problèmes ont été toujours très mal gérés. C'est pourquoi vous avez vu des forces comme le MNLA, comme le FLA, le mouvement de libération de l'Azawad, le Front de la libération de l'Azawad, je peux les mettre dans un même groupe. Eux ils disent quoi? Le gouvernement central de Bamako, tellement le gouvernement n'existe pas, on n'a rien. Tout ce que nous avons du Mali, c'est dire que nous sommes sur le territoire du Mali, nous ne nous sentons pas ivoiriens. Soit l'État central joue son rôle, ou bien l'État central se désengage, et nous on prend notre responsabilité. Mais ces peuples-là ont subi tellement d'injustice, qu'aujourd'hui là, même si c'est le diable qui vient, eux vont s'ajouter ensemble pour chercher à se venger. Ce problème-là est là depuis les indépendances. Parce qu'ils n'ont jamais cherché à traiter le problème dans son fond et avec vérité. Il y a le problème des Dogons qui est récemment venu. C'était pas un problème qu'on connaissait. Mais les Dogons, pour que l'État central de Bamako puisse leur apporter du développement et de la considération dans l'État de Bandiagara et autres, dans le pays Dogon là, ils se sont ajoutés aux forces militaires de Bamako pour combattre les forces djihadistes ou les forces du mal. Les Dana Ambassadou. Ça c'est leur nom. Leur chef s'appelle Youssouf Toloba. Mais qu'est-ce que Assimi et les gens de sa jette ont fait? Ils sont allés signer des accords contre Youssouf Toloba pour sacrifier les Dogons aux djihadistes. Aujourd'hui où je vous parle, Youssouf Toloba et les Dogons se sont trahis. Donc eux aujourd'hui là, ils n'ont plus confiance aux djihadistes, ils n'ont plus confiance au gouvernement de Bamako, ils sont devenus une force maintenant qui veut défendre la vie des Dogons. Et ils ont créé ce problème-là encore. Parce qu'ils se sont vus trahis par le gouvernement du Mali.
Et le problème des Peuls est revenu. Et ce problème des Peuls là, ça ne date pas de l'indépendance. Hein. Ça date depuis l'avant Kouroukanfouga. Vous voyez le Fouta Djallon qui est en Guinée actuelle là. Ça date depuis cette époque-là. Et c'est Samori qui avait pu les canaliser. Samori Touré que vous voyez, c'est lui qui avait pu les canaliser dans la vallée du Wassoulou. Quand vous voyez les zones comme les Sikasso, les Bougouni et les zones de Wassoulou et autres là. Et même jusqu'en passant par le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, lui, il avait pu les canaliser à sa façon. Mais bien avant lui, dans le Kouroukanfouga, ils avaient résolu la question. Quand il va dans le chapitre des différentes activités, il écrit dans le Kouroukanfouga que celui qui élève un animal est différent d'un éleveur. Celui qui a quelques animaux à la maison n'est pas un éleveur. Donc, en saison de culture, au moment où on fait la culture, là, les animaux, ceux qui sont des éleveurs ne doivent pas laisser leurs animaux se promener. Mais vous avez oublié votre culture. Vous avez oublié la voix de vos ancêtres. Et donc, quand vous parlez du Mali, des dignes fils qui ont pu résoudre leurs problèmes là, mais vous êtes tellement en déphasage avec vos ancêtres que vous ne savez même pas que le problème des Peuls là, c'est qui a fait que Amadou Koufa aujourd'hui s'est levé contre vous là. La réponse est dans le Kouroukanfouga. Et puis c'est même pas, c'est en 3 lignes. C'est en 3 lignes pour aller vite. Et en plus de cela, il faut ajouter le massacre de Moura. Où 500 personnes ont été massacrées par l'incapacité de l'armée. 500 personnes ont été massacrées par l'armée malienne et les Wagners. Et c'est ça qui justifie les propos du Génim. Ils disent non, les Wagners sont en train de tuer les civils. Les gens disent mais c'est vrai, hein, l'armée malienne est au nom tuée. Donc aujourd'hui là, ils ont utilisé les faiblesses de l'armée malienne pour aujourd'hui en faire un problème et retourner cela contre eux. Ça, c'était les problèmes internes. Mais maintenant, le problème là, est-ce qu'il se limite? Est-ce que si on arrive à régler tout ce problème-là, c'est fini? C'est pas encore fini. Parce que le problème va au-delà des frontières du Mali lui-même. Et je vais vous prendre 3 exemples pour aller rapidement. Parce que si on parle du Niger, du Burkina, qui se sont associés au Mali, la réponse en face de vous tous. Même avant-hier, il y a 18 villages qu'ils ont fait disparaître de la carte. L'association des voyous du Sahel, avec tout le lot de malheur que cela produit. Donc je ne vous parlerai même pas de cela. Mais je vais vous parler de 3 voisins sérieux du Mali. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Est-ce qu'un pays peut exister si ce pays-là cherche à toujours créer des problèmes avec ses voisins, surtout les plus forts, dont il a lui-même besoin? Toi, tu n'es pas plus fort que tes voisins. Tu as besoin de tes voisins, mais c'est toi toujours, tu cherches à avoir des problèmes avec eux. Tu peux avoir un ennemi, tu peux avoir 2 ennemis, mais si tout le monde devient tes ennemis, et les plus forts deviennent tes ennemis, tu t'en sors comment? Prenez le cas par exemple algérien. Le problème que vous voyez là, c'est pas seulement d'aller mettre des militaires pour dire non, 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 c'est un peu plus profond que ça. Le problème algérien par exemple, l'Algérie fait frontière avec le Mali. Les Touaregs que vous voyez là, eux là, il n'y a pas de différence entre eux et les Berbères ou bien les autres populations arabes là-bas. Souvent, il y a des liens entre eux. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Dans les années 90, là, quand il y avait le front islamique du salut, qu'on appelait le FIS, l'Algérie a constaté que, c'est vrai, les noms des chefs, là, ce sont les noms arabes qu'ils connaissent. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est que la majorité des troupes combattantes, là, sont recrutées au Mali. Les petites mains qu'ils utilisent, là, pour combattre, là, la majorité vient du Mali. À cause de la pauvreté, les gens vont les convaincre. Et puis, du fait qu'ils partagent les mêmes frontières, donc une certaine histoire et une certaine proximité sociologique, religieuse et même linguistique, c'est-à-dire ils parlent presque les mêmes langues, ils les utilisent. Et allez voir, tapez sur Google le Front islamique du salut.
ce qu'ils ont fait en Algérie. L'Algérie n'a pas oublié ça. Donc, quand il y a un conflit, aujourd'hui, avec l'Azawad, et que l'Algérie voit ça, l'Algérie s'est dit, nous n'allons pas permettre que cette insécurité puisse continuer. Et donc là, ils ont fait signer l'accord d'Alger entre les groupes séparatistes, pas les djihadistes, hein, entre les groupes séparatistes. Les groupes séparatistes, là, je vous ai cité deux. On a le MNLA, le Mouvement de libération de l'Azawad. On a le Front de libération de l'Azawad, le FLA. Eux là, ils ne sont pas des djihadistes. Eux, ils disent comme les gens de Bamako ne veulent pas nous donner considération là. Donc là, nous là, soit nous donnent notre autonomie pour que nous, on n'a qu'à se gérer nous-mêmes, ou bien ils n'ont qu'à vraiment nous compter comme des Maliens. L'État malien, on s'en fout de vous. Si vous faites en bas, vous enflammez. Donc eux là, comme les gens, chaque pouvoir qui venait les enflammer là, eux aussi ils ont cherché des armes et puis se sont affrontés. Et on les appelle le mouvement de résistance. Donc quand ils sont allés signer les accords d'Alger là, l'Algérie s'est portée garant de cet accord là en se disant ça va nous permettre de sécuriser nos frontières. Mais demandez à Assimi pourquoi il a saboté les accords d'Alger. Donc les Algériens ont compris que Assimi, ceux qui sont au pouvoir là, ce sont des ennemis de la paix. Ils ne veulent pas que eux là, leurs frontières n'a qu'à être sécurisées. Donc là, eux les attendent au tournant. Écoutez-moi très bien, eux ils attendent le Mali au tournant. Deuxième problème qui va venir s'ajouter. Le problème qu'on va appeler ici l'affaire des drones à Kinsi. Ils ont constaté que les Maliens, ils font rentrer des drones sur le territoire algérien. On ne sait pour quelle raison, mais tout le monde sait que c'est l'espionnage. Une fois, deux fois, ils les ont avertis. Troisième fois, ils ont enflammé le problème, le drone. Quand le drone a été enflammé, il ne faut pas les voir dans leur folie verbale partout. En train de lancer des diatribes, des mauvaises paroles, que ce soit sur la tribune de l'ONU. Tout ça, tout le monde, vous avez vu. Allez écouter les propos du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, ici en septembre 2025. Tapez sur Google mais YouTube. Si ils ont dents contre le Mali ou pas, là, vous allez savoir. Parce que quand quelqu'un parle, là, ce qui dit entre les lignes, là, quand tu écoutes bien, là, si c'est information, mais si c'est une menace, là, tu connais où. Et donc, comme c'est comme ça, et comme il y a des résidus du fils qui sont devenus aujourd'hui Al-Qaïda au Maghreb uni, l'Algérie s'en fout. L'Algérie pousse ces malfaiteurs-là pour les pousser à l'intérieur du Mali. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire là. Hein. L'Algérie dit comme c'est nous, vous voulez maintenant créer un problème là. Donc là, les djihadistes qui sont à nos portes là, nous on va les pousser pour descendre au Mali. C'est ce qui fait que AQMI se retrouve au Mali. Sinon AQMI ça veut dire Al-Qaïda au Maghreb uni. Le Mali n'est pas un pays du Maghreb. Al-Qaïda au Maghreb islamique, pardon. Or le Mali n'est pas un pays du Maghreb. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui AQMI se retrouve au Mali? Et je vous ai donné le nom de la succursale d'AQMI. Ça veut dire aujourd'hui, là, pour assurer leur sécurité, là, s'il faut qu'eux, ils utilisent les Algériens, s'ils doivent utiliser la maman du diable, là, pour écraser le Mali, là, ils vont préférer diriger le diable et sa maman vers le Mali. Ce que le Mali veut faire sur eux, là, ça n'a qu'à se répéter là-bas dans leur propre pays. Donc, est-ce qu'on peut dire que si tous les problèmes du Mali en interne que vous avez réglés, là, s'ils n'ont pas réglé leur problème avec l'Algérie, est-ce que vous pensez que les Maliens seront en paix? Donc, le problème malien n'est pas simplement un problème de dire si on règle tous les problèmes à l'intérieur du Mali avec les Peuls, avec les Dogons, avec le FNLA, avec le MNLA, avec aussi peut-être si on arrive à chasser Wagner et si on arrive peut-être à éduquer les Maliens et tout, et puis on reprend le territoire. Non, ça ce n'est qu'une partie du problème. Il faut impliquer l'Algérie dans les problèmes du Mali. Deuxième exemple. Il faut impliquer la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait les intentions et les comportements des gouvernants actuels du Mali et de tout ce qu'ils ont fait. Les actes de déstabilisation depuis plusieurs années dirigés vers la Côte d'Ivoire. C'est vrai que les autorités ivoiriennes sont restées dignes. Les autorités ivoiriennes sont restées très sereines. Les autorités ivoiriennes sont restées très résilientes. Les autorités ivoiriennes ont accepté les humiliations que beaucoup n'accepteraient pas.
Est-ce qu'aujourd'hui, ces autorités ivoiriennes, avec surtout toute la mauvaise presse qui leur a été faite, est-ce qu'elles peuvent s'engager dans ce problème malien-là sans encore en ressortir avec des conséquences? Donc même si les autorités ont une bonne volonté de vouloir aider, vu déjà le mal qu'ils ont subi là, ils n'iront pas tant qu'il n'y aura pas une garantie internationale. Or, la Côte d'Ivoire, en termes d'approvisionnement du Mali, en termes de proximité, dans plusieurs sens, la Côte d'Ivoire est essentielle à la survie du Mali. Mais au vu même des comportements des Maliens, des mauvaises actions qui ont été posées contre la Côte d'Ivoire, de la mauvaise presse qui a été faite, où le président a été caricaturé comme le diable qui veut boire le sang des Maliens. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'État de la Côte d'Ivoire va s'engager comme ça pour subir les mêmes choses et demain encore venir jouer les étonner? Donc là, ils ont calmé toutes les ardeurs des autorités ivoiriennes qui ne sont que des spectatrices et des gens qui protègent leurs frontières. Allez écouter le propos du dernier CNS, ce que j'ai interprété hier. Là. Il dit, nous avons pris des mesures vigoureuses pour protéger notre frontière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout ce qu'on peut en termes de sécurité là, nous on a mis ça en place pour nous protéger, pour protéger notre frontière. Parce que si on s'implique, on ne sortira qu'avec la mauvaise presse qui a été d'habitude. Donc ceux qui peuvent vous aider comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ne peuvent que vous assister, vous regarder. Parce que vous ne leur donnez pas d'autre choix. Et le troisième exemple que je vais prendre pour pouvoir passer rapidement, c'est la Mauritanie. Et là je pose une question simple. Hein. Le chef de la diplomatie de la Mauritanie, il s'appelle Salem Ould Merzoug. Le 8 octobre 2025, là, il était à Bamako. Pourquoi? Il y a un petit territoire inutile, hein? Un petit territoire inutile qui est entre la Mauritanie et le Mali. Votre territoire même là, tellement c'est vaste. Les gens de l'Azawa disent que vous les avez oubliés. Un territoire vide que vous n'allez même pas utiliser là. Ils savent encore provoquer les Mauritaniens pour chercher palabre avec les Mauritaniens sur ce territoire. Le pays même est vaste et il dépasse les compétences des dirigeants de Bamako. Ce territoire-là, en le laissant là, ça va gâter quoi? Mais comme ils aiment palabre là, ils sont allés provoquer, depuis des années, ils provoquent les militaires, ils provoquent les gens là. Donc le 8 octobre 2025 là, le ministre des Affaires étrangères, non pardon, le chef de la diplomatie mauritanienne là, Mohamed Salem Ould Merzoug là, ils ont demandé pardon, qu'ils n'ont qu'à venir, vont chercher à parler pour trouver solution. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore trouvé solution. Bon. Quand tu te comportes comme ça là-haut, ça veut dire même si vous voulez lutter contre les djihadistes là, il faut d'abord les encercler. Il faut que les djihadistes soient bouclés à partir de la Mauritanie, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir de l'Algérie. Là, comme ça, là, on va prendre la force internationale pour les Biama. Donc, s'il doit avoir une intervention, il va falloir inclure ces pays-là d'abord pour sécuriser ces frontières-là, encercler les djihadistes, avant de réduire les champs d'opération pour pouvoir bien les Biama. Et donc, vous voyez que le problème, là, quand on le prend simple, nous attrapons nos 49, c'est très très profond. C'est tout ça là que je voulais expliquer sur une plateforme, mais les gens n'ont pas été patients. Parce que quand nous autres, nous parlons, nous ne venons pas pour bavarder. Nous venons pour dire ce que la majorité peut-être ne sait pas, ou bien les idées qui ne sont pas bien structurées, pour que les gens comprennent très bien le problème. Et j'espère que ce que je suis en train d'expliquer, que vous soyez ivoirien, que vous soyez malien, peut-être que ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc nous autres, quand on intervient sur des questions, c'est pas pour parler en 2 minutes, 3 minutes. Ça, c'est du bavardage. Nous sommes des didacticiens, des pédagogues. Il y a des problèmes là. On ne traite pas en 3 minutes parce que j'ai donné mon avis. Mais on traite le problème pour chercher les véritables solutions. Mais avant de trouver les solutions, il faut connaître les problèmes pour ne pas que ça se répète. Et c'est au nom de tout ce que je viens de vous dire là. La Côte d'Ivoire ne va pas s'impliquer pour déstabiliser le Mali. Jamais. Mais est-ce pour autant que nous devons assumer les conséquences de leurs aides, de leurs mauvaises actions? Pourquoi et comment la Côte d'Ivoire doit refuser d'accueillir ces réfugiés? Moi, ma réponse, elle est très claire. Si tu n'écoutes pas bien, quelqu'un qui dit, quelqu'un est en danger,
On ne peut pas l'aider là. Tu vas dire, mais le monsieur là, il est méchant. Ça, c'est ce que tu penses. Mais quelqu'un qui est en danger, mais lui-même là, il représente la source de moi, ma mort. Si je sauve cette personne-là, si la personne là vient me tuer là, c'est que je suis un suicidaire. Écoutez-moi très bien. Les pays qui ont été en proie pendant très longtemps au djihadisme, quand il y a des mouvements de population comme ça là, beaucoup de djihadistes rentrent dans ces vagues de réfugiés. Écoutez-moi très bien sur cette partie. Nous ne sommes pas des inhumains pour voir une petite fille avec un petit garçon en train d'être massacré. Mais entre la vie de ce petit garçon et moi-même ma vie là, si je ne veux pas être hypocrite là, je me préfère. Et si la Côte d'Ivoire accueille ces réfugiés là, la Côte d'Ivoire ne va pas échapper à la fatale loi de la répétition. De la même manière que le djihadisme s'est répandu depuis Sokoto, avec Mohamed Youssouf au Nigeria, pour se répandre dans toute l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire sera frappée par les djihadistes. Et tous les efforts que l'État ivoirien aura fait pendant des années là va tomber à l'eau. Et donc là, l'État de la Côte d'Ivoire doit bien se poser des questions. Faut-il accepter ces personnes au nom du droit international? Pourquoi nous disent qu'on est gentil? Mais on aura à lutter contre le djihadisme à l'intérieur de nos frontières pendant au moins 20 ou 30 ans. Parce que la réalité, vous demandez à tous les spécialistes du djihadisme, quand vous n'arrivez plus à contrôler vos frontières, ça c'est l'une des sources qui active le djihadisme. Et là aujourd'hui, en acceptant ces réfugiés-là, et que ne sachant pas, ils peuvent circuler sous de fausses identités. Et vous ne vous souvenez pas tout récemment, les Américains refusaient de donner le visa aux Maliens parce qu'ils ne contrôlaient plus leurs fichiers des informations des populations. C'était pour que des djihadistes et des personnes qu'on ne connaît pas puissent rentrer aux États-Unis. Et donc, ils peuvent fabriquer des faux papiers et rentrer à travers ces réfugiés-là. Et je vous jure devant Dieu, je vous donne 6 mois. S'il n'y a pas une multiplication des attaques djihadistes en Côte d'Ivoire là, si vous appelez-moi chien pro-vérité, que la Côte d'Ivoire les accepte en masse, et asseyons-nous pour regarder la suite. Parce que ce que j'ai dit là, ce n'est pas de l'imaginaire. C'est comme ça que les choses se passent. Et donc, au nom d'abord de cette réalité-là, il faut que nous préférons la sécurité que nous avons déjà faite là, et que nous avons pu déjà bien maintenir là. On n'a qu'à se protéger d'abord. Et l'État a déjà bien agi. La question ici maintenant, c'est de demander maintenant, est-ce qu'il faut accepter les réfugiés là? Ma réponse est encore non. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que l'État c'est qui? L'État c'est M. Moussa Kone. L'État c'est notre mère Adjara Koulibaly. L'État c'est Éclaireur Pro-Vérité. L'État c'est Alassane Ouattara. L'État c'est chacun de vous, toi qui m'écoutes là. C'est nous qui formons l'État. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'État, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est ceux qui dirigent le pays, les ministres, avec le président, c'est eux l'État. Non. Eux ne sont que des représentants de la voix de la majorité. Ici, vous allez me permettre d'utiliser ce que Platon appelait dans son livre, le banquet, le chapitre, la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est la loi de la majorité. Et une loi là, c'est la loi, c'est la volonté de la majorité. La constitution ivoirienne là, c'est la majorité des Ivoiriens qui a voté pour donner d'accord là, c'est ça qui est la loi. Et donc ça veut dire c'est chacun de nous qui a accepté de mettre nos forces ensemble pour donner ça à des textes et à des lois. Donc c'est nous l'État. Et maintenant on s'en va à des votes. Et comme tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être ministre, on décide maintenant que comme nous tous on est d'accord sur les lois, on va voter quelqu'un avec un groupe de personnes, eux vont faire ce que nous on veut. Ils vont donc appliquer la loi de la majorité. Si vous voulez, vous prenez ça comme la loi du plus fort. Donc en réalité, souvent nos représentants là, ils peuvent être dans une posture où eux-mêmes ne peuvent pas parler à notre place. Et c'est exactement le même cas de problème qu'on a aujourd'hui.
Les autorités ivoiriennes ont déjà accueilli des réfugiés. Tout le lot de malheur et d'ingratitude qu'ils ont reçu, aujourd'hui, ils ne veulent plus décider. Ils attendent maintenant que vous qui leur avez donné le pouvoir, là, que vous, là, vous posez des actions concrètes. Comme ça, eux vont prendre pour présenter ça au HCR. Ils vont présenter ça à l'ONU pour dire, mais nous, on veut que les gens n'ont qu'à rester haut. Est-ce qu'avant, vous n'avez pas vu, nous, on a accueilli 85 000 Burkinabés. Mais les Burkinabés disent que ce sont les femmes et les enfants des djihadistes. Si on les accueille, que les Maliens viennent dire la même chose encore, on sera détesté par notre population qui va dire, vous savez que ça sera comme ça, mais vous avez fait. On sera contesté par notre peuple. Et leur présence là va être sanctionnée par des attaques terroristes. Ça va affaiblir le gouvernement. Donc nous là, nous on va attendre de voir la réaction des populations. On a déjà pris les mesures qu'il faut pour barricader notre frontière. Notre position elle est connue de tous. Ça se trouve dans le Conseil national de sécurité du 13 novembre 2025. Mais au nom du droit international, nous ne pouvons pas refuser d'aider des gens en difficulté. Mais comme ce n'est pas nous, nous ne sommes que des représentants de la loi et de la majorité. Qu'est-ce que la majorité veut? Cette majorité, c'est toi, c'est moi. L'État a besoin de notre rôle pour se sentir fort. Donc toi qui es à Odiéné, toi qui es à Korogo, toi qui es à Tengrela, toi qui es aux zones de frontières là, toi qui es à Boaké là, on n'a pas dit les Maliens qui sont déjà là, hein. Les nouveaux qui viennent là. Si vous voyez des gens qui viennent s'installer dans votre zone là, dites-leur, vous ne pouvez pas vous installer ici, quittez ici. Quittez, quittez. Quittez. S'ils quittent là, qu'ils vont dans un autre coin, on dit quitter. Encore ils vont dans un autre coin, quitter. Partout ils vont dire quitter. Est-ce que le gouvernement peut être plus fort que vous dans vos villages? Est-ce que le gouvernement vit avec vous dans vos villages? C'est ça que le gouvernement attend actuellement de vous et de nous. Là, comme ça, ils vont présenter ça à l'ONU. Ils vont présenter ça au HCR pour dire, ce n'est pas nous le problème. C'est la population qui disent aujourd'hui, elles ne veulent pas que leur sécurité soit sacrifiée. Et donc, au nom de ce fait-là, nous ne pouvons pas accepter ces personnes. Moi, je préfère vous dire les choses de façon simple et claire. Toute population, tout village, toute sous-préfecture qui va accueillir ces personnes-là, vous n'aurez que la mort, vous n'aurez que le djihadisme comme salaire. Ce n'est qu'une question de temps. Mais en disant, nous ne voulons pas d'eux, il faut qu'ils quittent notre territoire. Vous protégez votre peuple, vous protégez vos vies et vous protégez vos intérêts. Et ça là, il n'y a aucune règle de la nature qui dit que si je me sacrifie pour quelqu'un là, que c'est là que Dieu va m'aimer. Le Christ même est venu là, on l'a cloué à Golgotha. Mais actuellement là, c'est maintenant même on commence à bien pécher même. Même ce que les pharisiens ne pouvaient pas faire au temps de Jésus là, nous on fait ça aujourd'hui. Donc là, le sacrifice du Christ là, il faut bien se demander s'il a servi à quelque chose. Il n'y a pas de honte à sauver sa propre vie. Entre ta vie et la vie d'autrui là, il faut sauver ta vie. Donc ce que vous allez faire dans les villages, dans les campements, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Difita, non? Quand ils viennent là, ils ne s'amusent pas avec vous. Ils vont vous tuer là-bas, vous tous. Si c'est ce que vous voulez, accueillez-les. On va dire vous êtes gentils. Mais demain, ils vont aller pour arracher vos champs. Ils vont vous tuer pour vos champs. Ils vont vous tuer pour prendre vos femmes. Ils vont violer vos filles. Et après là, eux n'ont rien à perdre, c'est pas leur pays. Quand j'ai fini de dire ça, quelle solution je propose? Voilà comment un intellectuel travaille. J'ai pris le problème selon ma perspective. Du début jusqu'à la fin. Je vous donne maintenant mes solutions selon ce que moi je pense. Moi j'ai 5 solutions. La Côte d'Ivoire ne doit pas accueillir ses réfugiés. Ça c'est vrai. J'ai déjà donné toutes les raisons. Maintenant que c'est des êtres humains, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a 5 solutions que je propose. La première solution là, des militaires qui n'arrivent pas
à respecter leurs accords internationaux. Des militaires qui n'arrivent pas à sécuriser leur territoire. Leur incapacité les disqualifie. Donc la première chose qu'il faut faire, pour ne pas que le mal soit encore plus grandissant, pour les Maliens et pour la sous-région ouest africaine, il faut imposer la démission actuelle de ce pouvoir-là. Il faut que la communauté internationale, au lieu d'envoyer de l'argent, au lieu d'envoyer des trucs là, ils doivent d'abord demander la démission de la junte actuelle. Comme de la manière Antonio Gutiérrez avait dit là, si vous ne libérez pas les 49 soldats avant le 31 janvier 2020, combien là, vous allez voir là. C'est ce message-là qu'il faut leur dire. Si vous ne démissionnez pas d'ici telle date, vous verrez. Je vous dis, dans ce monde-là, quand on veut traiter les problèmes, les exemples sont là. Est-ce que quand je parle là, je ne donne pas des exemples? C'est une question de volonté. Parce qu'il y a trop d'acteurs impliqués. La junte là ne peut pas, avec tous les acteurs que je vous ai cités là, la junte actuelle ne peut pas régler le problème. Les politiciens maliens eux-mêmes ne peuvent pas régler le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut imposer la démission de cette junte. Et comme il y a trop d'acteurs, on passe à la deuxième solution. Qu'est-ce que nous faisons? On met le Mali sous tutelle internationale. Mettre un pays sous tutelle internationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'État a failli. Et donc, comme on veut que le pays existe, parce que l'ONU que vous voyez là, pour que l'ONU existe, il faut qu'il y ait des pays, puisque ce sont les pays qui sont les membres de l'ONU. Si chaque pays s'amène à disparaître, il n'aura plus l'ONU. Donc l'ONU a intérêt à ce que les pays soient maintenus. Et donc pour maintenir le Mali, comme ce qu'on avait fait en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, il faut maintenir le Mali sous tutelle internationale, au plan militaire et au plan politique. Ça veut dire, on disqualifie tous les Maliens, mais le Mali existe en tant que pays. On met toute une batterie de mesures en place pour pouvoir aider le Mali. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas un Malien qui peut faire, par exemple, même Diko. Diko ne fera pas l'unanimité. Bon, les djihadistes que vous voyez là, eux-mêmes n'ont pas de crédibilité, personne ne voudra discuter avec eux. Vous pensez que les gens vont discuter avec les bidins là? Eux-mêmes là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un sac à crabes. Maintenant, ils veulent utiliser les opposants maliens là, mais ils n'iront pas loin, parce que ce sont des accords de circonstances. Donc si on veut éviter tout ça là, il faut mettre Mali sous tutelle internationale, pendant au moins 20 ou même 30 ans, pour que des gens neutres, qui fonctionnent avec les règles internationales, puissent renouer les fils du dialogue avec les pays et avec les interlocuteurs locaux au Mali là-bas. Là, comme ça, là, on est sûr que ce qui sera dit sera respecté. Et pendant ce temps, on va former une vraie armée du Mali avec toutes les forces en présence. On va prendre les forces en présence, leur leader là, venir discuter. Et maintenant, on va dire, bon, on forme une armée avec tous ces mouvements-là pour arrêter tous les problèmes. Que ce soit les gens du FLA, que ce soit les gens du MLA, que ce soit les gens de, comment on appelle, des Peuls là, le front de Massina, que ce soit les gens de Génim, que ce soit les... On met tous ensemble. Là, quand on fait ça, ça va aider le Mali. On va diminuer le nombre de mouvements incontrôlés, sans faire la guerre. Et maintenant, les résidus qui vont rester là, on peut les repérer, puisque ceux qui sont intégrés là, eux connaissent les trucs. Et comme ils sont dans la légalité, ils vont donner maintenant les informations pour affaiblir maintenant les résidus qui restent. Et ce que je dis là, ça se trouve dans le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Donc vous voyez que ce que je dis là, il faut taper chapitre 7 de la charte de l'ONU. Il faut aller lire. Et vous allez comprendre que nous ne sommes pas dans l'amusement, mais nous ne sommes pas dans les sentiments. La troisième chose qu'il va falloir faire maintenant, c'est la question des réfugiés. À partir du moment où on a des interlocuteurs sérieux, les Maliens ne doivent pas sortir des frontières du Mali. On va d'abord délimiter les zones et créer une zone tampon entre, par exemple, les différents pays et leur dire, bon, jusqu'à 300 km de chaque pays, les réfugiés, là où on sent qu'ils sont en sécurité,
Si vous êtes à l'est, vous vous dirigez là, voilà où vous pouvez partir pour rester en tant que réfugié à l'intérieur du Mali. Il y aura des forces de l'ONU là-bas pour vous protéger. Si vous êtes dans le sud, 300 km de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'intérieur du Mali, on fait une zone tampon là-bas. On met les gens qui sont dans le sud là-bas. Là, comme ça, le mouvement des djihadistes ou bien le fait de disperser la pauvreté et le désordre là, on pourra canaliser cela. Donc, je simplifie ça en disant la création d'une zone tampon à l'intérieur du Mali sous la supervision de l'ONU. Et la quatrième solution, il faut créer une force militaire internationale comme le G5 Sahel pour véritablement déraciner le grand banditisme dans le Sahel. Parce que ce grand banditisme, le GNM que vous voyez là, ça se trouve au Burkina, ça se trouve au Niger. Et cette force internationale, une fois qu'elle aura stabilisé le Mali là, on va inclure dans ses missions d'imposer la même chose aux autres pays comme le Burkina Faso et le Niger. Là, quand c'est comme ça là, ils vont comprendre que ce n'est plus une question de CEDEAO, ce n'est plus une question de Alassane Ouattara, mais c'est une question de réalité parce qu'ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué en tant que militaires, donc ils ne pourront rien faire d'autre. Ce que vous voyez au Mali là, si ces djihadistes arrivent à prendre le Mali, quelle que soit la forme, vous allez voir, la même chose va se passer au Burkina Faso. Et la même chose va se passer au Niger. Et donc pour éviter cela, il faut les dissuader avec une force internationale militaire pour déraciner véritablement le grand banditisme dans toute la sous-région ouest africaine. Et après cela, mettre des instruments légaux en place qui vont organiser des élections démocratiques. Et ce pays, pendant encore, après ces élections, ils doivent rester pour au moins 10 ans pour que le pays vraiment puisse reprendre de la force. Et comme ça, voilà, selon moi, ce qu'on peut faire pour aider le Mali. Je crois que j'ai été plus que très clair sur la question. Et je pense que peut-être ce que j'ai dit, comme je l'ai dit au début, c'est ce que moi je pense et c'est ce que je sais. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité ultime. Peut-être qu'il y a des gens qui savent mieux que moi. Ou bien des choses que j'ai affirmées, mais qui ne sont pas justes. J'ai l'esprit assez ouvert pour écouter les autres. Mais en tout cas, de tout ce que je savais, c'est ce que j'ai dit en pensant que cela va être utile. Donc, comme je vous le disais, on va aller rapidement les informations. Le président Ouattara a quitté Abidjan hier, vendredi 14 novembre 2025. Donc, il est à Paris actuellement. Il est dans le froid. Ça, c'est une information. S'il y a des gens qui veulent faire coup d'État, en tout cas, c'est le meilleur moment. Le président n'est pas là. Ça sera encore plus facile. Vous n'aurez pas son sang sur la main. Donc, c'est le meilleur moment d'attaquer. Comme ça, vous faites un coup d'État propre, sans le sang sur vos mains. Et vous prenez le pouvoir. Donc, tous ceux qui sont des adeptes et des aficionados de coup d'État, vraiment, l'occasion est très belle. Et n'hésitez pas à la saisir. C'est pour ça que je vous donne cette information. La deuxième chose qu'il faut savoir, Donald Trump supprime les droits de douane sur certains produits dont le cacao. En novembre 2025, il n'y aura pas de nouvelles taxes sur le cacao. Car le président américain a supprimé les droits de douane sur plusieurs produits. Cette décision prise le 14 novembre 2025 vise à réduire le coût des denrées alimentaires importées par les consommateurs américains et fait suite à l'imposition d'une taxe de 21% sur le cacao ivoirien en avril 2025 qui avait été suspendue par la suite. Donc ici, l'information n'est pas difficile à comprendre. Bon, ça là, vous savez, chacun a un défaut. Bon, quand ils ont parlé encore de cacao là, moi-même là, j'ai mes plaquettes ici, ça m'a donné envie, donc je suis en train de baver actuellement. Donc après, si j'ai fini de parler, je vais prendre une plaquette. Donald Trump là, en avril passé là, ça veut dire il n'y a même pas encore 6 mois. Il dit, cacao ivoirien là, il a ajouté taxe de 21% dessus. Comme le pauvre n'a jamais raison là. Mais un pauvre qui sait être patient là, Dieu même finit par t'aider. Eh frère, actuellement là, demandez à Maman Sali. Quand ça va au marché actuellement, quand il revient là, tu ne peux pas parler. Tout ce qu'on entend c'est... Avant de la monnaie, tu voyais les gens rire dans les supermarchés là. Ah, c'est plus comme ça. Hein? Quand tu finis là, toi-même là, ton cœur est serré. C'est chaud sur nous actuellement ici.
Tout est cher aux États-Unis. Il y a 2 semaines, je suis allé, comme il y a longtemps j'avais mangé igname là. J'ai dit, bon, je vais aller payer des ignames. Je m'avais une seule igname là. Ça fait 32 $. J'ai dit, hein? Quand j'ai fini de payer, j'ai dit, oh, si c'est pas grossesse là, je n'allais pas laisser mon argent. Mais quand tu aimes quelque chose dans sa tête, voilà. Donc, c'est dans ça que l'on vit ici actuellement. Tout est cher, surtout nourriture. Ça là, il avait augmenté le prix du cacao là, 21% de taxes. Ah, mais de la monnaie ça est là aujourd'hui, là, c'est pas bon d'air. Donc en novembre là, on n'a qu'à compter. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. En moins de 8 mois, lui-même il dit, ah ça là c'est pas bon. Tout est devenu cher d'air. Il dit, ça là je vais enlever. Lui-même il a crié, il dit, je vais enlever. Je vais enlever parce que sans ça là, les gens ne peuvent pas bouffer chocolat. Si je n'enlève pas là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, 20 mois, il a enlevé ça. Et donc hier, 14 novembre 2025, il a signé le décret pour supprimer les droits de douane sur les produits agricoles comme le cacao. Là, quand c'est comme ça là, on va encore aller chercher Kali dans tes cadeaux. Et pour terminer, vous savez, il y a des institutions spécialisées. Quand on te donne crédit, de la manière tu gères le crédit. Quand on te donne crédit, est-ce que toi-même, même si tu as bien géré, faut pas être comme certains, j'ai pris ton crédit, je paye pas. Donc eux, ils sont les gendarmes. Eux là, ce qu'ils disent là, c'est comme ta plaque d'immatriculation, ça peut pas te louper. Donc là, parmi eux là, il y a Fitch and Rating, il y a S&P et bien d'autres. Il y a Moody's. Quand eux là, ils te disent là que toi, ton économie là, que c'est pas bien, là, et puis mettre ça là, c'est fini pour toi. Donc hier encore, 14 novembre 2025, le journal qu'on appelle financialafrique.com, eux nous ont dit encore que l'une de ces organisations qui s'appelle SEP, en anglais on dit S&P Global Ratings, ils disent que la Côte d'Ivoire là, que la Côte d'Ivoire travaille bien, que la Côte d'Ivoire là, non, que vraiment, que tout le monde doit chercher à ressembler à la Côte d'Ivoire quoi. Que actuellement là, l'économie de la Côte d'Ivoire a des perspectives stables. Parce que bébé, babé là, nous on comprend pas. C'est que nous on comprend là. Ils disent que tout va très bien. Que eux qui donnent crédit, eux-mêmes qui sont les gendarmes, que tout le monde est satisfait de la Côte d'Ivoire. Donc quand je vois les économistes du dimanche venir nous dire, il y a la dette, c'est comme ça. C'est pas nous vous voulez effrayer, c'est vous-même que vous êtes en train d'effrayer. Ou bien, c'est votre incapacité qui vous effraie. Sinon la Côte d'Ivoire se porte très bien. En plus encore, ils disent même là que, hey, que ce qui fait que l'économie même là, ça bouge bien là. Que c'est la présidente d'Alassane Ouattara. Que eux-mêmes là, que la réélection d'Alassane Ouattara là, que c'est une très bonne chose. Que comme ça là, on va prendre beaucoup de crédits. Ceux qui donnent crédit seront contents. La Côte d'Ivoire va travailler avec crédit là, et tout le monde sera content. Eux-mêmes les gendarmes là, et tout le monde sera content. Et que ce qui les plaît encore dans cette histoire là, c'est que l'opposition est affaiblie. Ça veut dire, l'opposition est partie en couille. Et que ça là, c'est une très bonne chose encore pour ajouter dessus. Parce que ça va assurer la continuité de la politique économique centrée sur l'investissement public et l'industrialisation. Comme l'opposition est partie en couille là, que ça va permettre aux dirigeants de se concentrer sur les vrais problèmes pour investir là où il faut et puis industrialiser la Côte d'Ivoire. Vous voyez, avant on ne parlait pas d'industrialisation. Je vous ai dit là, si on a des vrais dirigeants là, tôt ou tard les Occidentaux n'auront d'autre choix que d'industrialiser nos pays. Et donc vous entendez ça aujourd'hui. Mais il faut que ce soit des dirigeants qui en ont la capacité, qui en ont l'intelligence, et c'est ce qui peut nous aider. Et donc on va terminer rapidement avec l'édito de Mère Blanc. Et comme je l'ai dit, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, vous pourrez vous signaler. Et s'il y a des gens qui ont des propos à nous faire écouter, c'est-à-dire des choses à déclarer, ils peuvent aussi venir et poser cette thématique-là. On va aussi apprendre avec eux. Mais d'abord, on écoute l'édito de Maman Blanc.
Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Est-ce vrai que ?» Est-ce vrai que notre pays, la Côte d'Ivoire, est celui qui compte le plus grand nombre de Libanais au monde? Il paraît aussi que cette pays de la Côte d'Ivoire, il paraît qu'il y en a un de ces Libanais qui a défenestré une jeune fille et un autre qui a asséné leur propre plage, leur propre mosquée. Le père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, avait confié lors d'une conférence que certains Libanais versaient dans la fraude et qu'il faudrait ramener ceux-là à la frontière. Qu'en pensez-vous? Le président Macky Sall parlait de réciprocité parce qu'au Liban, il serait interdit aux femmes noires d'accoucher sur leur territoire. C'est quoi le système de kafala? Qui peut m'en dire plus? Pourrais-je donner mon avis? Qu'on commence à trier le vrai du faux Libanais ivoirien et qu'on les oblige à se conformer aux lois de notre pays, la Côte d'Ivoire. Sinon, l'horizon n'est pas clair. Il fait même très peur. Merci et à bientôt. Merci à Maman Blanc. Merci encore pour la thématique qu'elle réveille. C'est très important. Durant toute la semaine passée, on a entendu des gens parler du problème des Libanais, mais beaucoup encore ne maîtrisent pas encore toutes ces réalités. Parce que, comme je l'avais expliqué, voyez-vous dans la communication, quand le PPACI et le Front des dégonflés a échoué dans leur mission d'intoxication et qu'ils ont su qu'ils n'ont plus le soutien des gens de l'AES qu'ils avaient voulu manipuler et que toutes leurs stratégies ont échoué, comment faire pour renaître et faire dévier le débat public pour qu'eux puissent exister dans ce débat-là, mais en créant encore une zone de tension et de trouble à l'intérieur du pays? Subitement, le problème libanais est devenu un problème. C'est très bien. Et la question que nous avons posée, qui a le plus accordé la naturalisation aux étrangers? Laurent Gbagbo dit que c'est lui. Et c'est pourquoi j'avais balancé cette vidéo que vous avez vue il y a quelques jours. Il dit que c'est lui, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui a le plus naturalisé des personnes. Aujourd'hui, quand ce problème-là est aujourd'hui là, et que ces naturalisés-là sont aujourd'hui des Ivoiriens, comment nous, on peut aller vous aider à combattre ces personnes-là? C'est pourquoi nous avons dit, nous n'allons pas rentrer dans la xénophobie ou bien à combattre l'autre. Mais cela étant dit, j'ai bien dit que les Libanais ne sont pas exempts de reproches, surtout en Côte d'Ivoire. Et je m'explique. Tout le monde connaît le comportement des Libanais en Côte d'Ivoire. On a vu l'affaire de la défenestration d'une jeune dame à San Pedro. On a vu ici le fait que les Libanais ne payent pas correctement nos frères. On nous dit que les Libanais ne viennent pas avec de l'argent. Je suis d'accord. Mais ce qu'on ne te dit pas aussi, c'est que l'argent que toi, nos hommes politiques volent, c'est ça qu'ils prêtent aux Libanais pour travailler. Est-ce que tu sais ça? Parce que pour parler d'un problème, il faut bien le maîtriser. C'est vrai, les Libanais ne viennent pas avec valise d'argent. Ça, c'est vrai. Mais allez dans tous les pouvoirs, même le pouvoir du RHDP. Mais là, le pouvoir du FP, on n'en parle pas. Tout le monde a son Libanais. Maintenant, son Libanais, là, ça veut dire quoi? Quand ils volent l'argent des Ivoiriens, là, on confie ça à ce Libanais qui met ça dans les business. C'est ce qui fait qu'ils ont l'argent. Mais comment ils utilisent cet argent? Ils utilisent cet argent en travaillant pour financer le Hezbollah. Et ça fait que la Côte d'Ivoire, avec l'argent des Ivoiriens, est devenue un pays qui est sur la liste grise. Donc, me dire que les Libanais viennent, ils sont tellement courageux et chanceux. Je vais t'invalider la vraie raison pour te dire, c'est l'argent volé que nos politiciens confient à ces Libanais-là. Ça fait donc des ennemis même de l'économie ivoirienne. Et il a fallu que leur comportement là devienne nocif jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit mise sur la liste grise pour qu'aujourd'hui le gouvernement actuel
prenne ça à bras le corps. En plus de cela, les Libanais, dans leur rapport de tous les jours, se sentent mieux que les Ivoiriens. Et quand tu as un problème avec eux, ils pensent que l'argent peut corrompre les Ivoiriens et ça marche pour eux. Ça veut dire que nous, les Ivoiriens, nous-mêmes là, on préfère sacrifier nos propres frères en prenant l'argent de la corruption. Bon, un peuple qui se comporte comme ça là, si on leur donne plus de pouvoir que ce qu'ils ont déjà, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de menaces? Ce sont des choses que tout le monde peut vérifier pour venir contester ou pas. Si la loi permet aux Libanais d'être candidats, c'est la loi qui a permis d'être. Maintenant, cette loi qui a permis cela là, c'est l'incapacité de nos législateurs, de nos députés à bien étudier les problèmes de notre société là. C'est ça qui a envoyé à ça. Et c'est pourquoi je vous ai dit, votre affaire des députés là, moi je m'en tape. Je préfère être dans ma zone et j'ai posé des questions. Actuellement, vous avez la majorité là-haut. Votre majorité là, il y a quoi qu'on peut retenir en 5 ans qu'ils ont fait pour le peuple? Et qu'on le veuille ou pas, vous aurez encore la majorité. C'est pour aller nous servir le même résultat. Donc ça devient une majorité inutile. Mais cette majorité est tellement inutile que la loi aujourd'hui qui permet à ces Libanais d'être candidats là, tant que la loi est claire, personne ne peut violer la loi. C'est l'incapacité de nos législateurs, de nos députés à réfléchir sur les questions de notre société qui nous a conduit à cela. En tout cas, la loi est la loi. C'est que je peux demander à nos parents, si nous ne pouvons pas pousser nos législateurs à réfléchir pour améliorer nos lois, c'est qu'ils n'ont pas d'importance. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a une solution toujours. S'il y a des Libanais qui se présentent parce que le droit leur permet, mais vous n'avez rien à faire. Vous dites à vos parents, ne les votez pas, c'est tout. C'est tout. Mais on ne peut pas leur arracher leurs droits. Ça, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a droit à tout qu'il faut se permettre tout. On a aussi le droit à l'euthanasie. On a aussi le droit au suicide. Mais les religions n'acceptent pas qu'on se suicide. On a le droit de décider de sa propre vie. Mais pourtant, la morale humaine dit qu'il ne faut pas supprimer ta propre vie. Donc, de cette même façon, ce n'est pas parce que quelque chose est inscrit dans le droit que cela est une vérité. C'est la conséquence de l'insuffisance de vision de nos hommes de loi et de nos législateurs. Qui, au lieu de se poser les vraies questions, au lieu d'être en contact avec les populations pour connaître le vécu et le ressenti des populations, n'étudient même pas les lois, ne font que aller être des caisses de résonance et après nous produire les mêmes choses. Et donc, si quelqu'un a obtenu un droit, on ne peut pas lui arracher ce droit. Mais ce n'est pas parce que la personne a un droit que nous aussi on va aller contre nos intérêts. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat. S'il y a un Libanais qui est là qu'on n'aime pas, là, on ne le vote pas, c'est tout. Est-ce qu'on n'a même pas besoin de parler même trop? On dit seulement à nos parents. Vous savez comment on fait pour parler à nos parents? Est-ce que de vous à moi, là, pour parler à nos parents, là, est-ce que vous ne savez pas comment on fait? On rentre à la maison, là, en famille, là. On dit ce qu'on sait faire, là. Quand on dit ça propre, là, c'est fini. Et c'est à nous aussi de nous lever pour dire clairement ce que nous voulons à nos législateurs. Voilà ce que nous pouvons accepter en société. Et voilà ce que nous ne pouvons pas accepter. Je vous donne un exemple. Ici aux États-Unis, là, les pays, parce que quand on parle d'un État, ici, ça veut dire un pays. Par exemple, l'État de New York, ça veut dire le pays de New York. L'État de Géorgie, l'État, etc., etc. C'est ça, 50 pays, 50 États. Il y a des États qui ont permis que la loi, la peine de mort existe toujours. Mais l'État de New York, par exemple, il n'y a pas la peine de mort. Mais
Faut tuer un policier à New York. Faut tuer un policier à New York. Toi là, ah, c'est Dieu qui se décide de la vie. Mais ils vont tout faire, ils vont t'abattre. Là, quand c'est comme ça, là, ça va être une leçon pour que ceux qui pensent que des gardiens de la loi, on doit s'amuser avec leur vie comme des poulets là. Tu vas tout faire, mais tu vas respecter leur vie. Et moi, je suis très d'accord avec ça. Parce que l'être humain, là, il faut toujours lui mettre des barrières. Sinon, là, son côté animal va toujours s'exercer. Un être humain ne doit jamais être libre. Et lorsqu'on fait des questions approfondies, même sur la liberté humaine, la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est être capable de faire tout ce que je veux. Or, tout ce que je veux ne peut jamais être satisfait. Parce que si je veux expérimenter toutes mes passions, ce qu'on appelle le pathos, ça veut dire ce qui me domine. Si j'exerce à fond mes passions, je me détruis moi-même. Si je ne me mets pas de barrière, c'est un exemple que je prends. Par exemple, je suis dans les drogues, ou même je suis dans la sexualité, ou même peut-être je suis même dans la gloutonnerie, c'est-à-dire manger, manger, manger. Mais à force de faire ce que j'aime par excès, là, ça finit par me détruire moi-même. Donc là, est-ce que je peux encore parler de liberté si moi-même, là, je me suis endommagé moi-même? Donc je deviens victime de ma passion. Or, un être humain qui est véritablement libre, c'est celui qui comprend qu'il a des limites. Et que, à partir de ces limites, intervient aussi les limites des autres. Donc, ce que quelqu'un aime là, que moi je n'aime pas là, c'est ça que, en acceptant la loi là, c'est ça qui freine l'autre. Lui, son mauvais comportement là, c'est la loi qui freine ça. Comme moi, mon mauvais comportement, c'est la loi qui freine ça. Donc, la loi là, une fois qu'on freine les mauvais comportements de chacun d'entre nous là, ça donne une garantie à nous tous. Et c'est ça la vraie liberté. Et donc, c'est à nous-mêmes, en tant que peuple, quand on n'aime pas quelque chose là, on doit être capable de le signifier à nos législateurs et de le dire clairement dans des débats publics. C'est pourquoi on dit en démocratie, il est très bon de tenir des débats d'idées. Des débats, vous partagez vos opinions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de réponses bêtes. On ne fait que toujours creuser le trou pour aller vers ce qui peut nous arranger tous. Et puis dans toute société, il y a des choses là qu'on fait qu'on ne dit pas à tout le monde. De la manière à se créer des villages. C'est comme ça à se créer des familles. C'est comme ça à se créer des corporations. C'est comme ça à se créer des pays aussi. Il y a des choses là, on ne parle pas de ça en public sur TikTok. On ne parle pas de ça en public sur Facebook. Ça là, on s'appelle à côté puis on se dit ça. C'est ni su ni connu. Les hommes qui évoluent là, on garde une petite part d'ombre. On n'est pas des vers de terre nus pour tout dire sur TikTok. Sinon les autres pays là, il y a beaucoup de Libanais en Guinée, il y a beaucoup de Libanais au Sénégal. Mais qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Et puis ils ont maîtrisé leur Libanais. Il y a beaucoup de Libanais en Nigeria, il y a beaucoup de Libanais en Afrique du Sud. Mais comment eux ils ont fait pour les maîtriser? Ça veut dire que nous, en tant que société ivoirienne, il y a une incapacité qui est de notre côté. Et ça commence d'abord par la haine qu'on a entre nous-mêmes. C'est nous-mêmes là qui nous vendons aux autres. Quand on a vu les GOR, le PDCI, traiter les gens du Nord d'être des étrangers. Mais aujourd'hui, les étrangers vont profiter de nous. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment qu'ils vous aident dans votre combat. Ils veulent d'abord affaiblir un côté. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas combattre les deux côtés des Ivoiriens. S'ils arrivent à affaiblir un côté, ils vont maintenant neutraliser l'autre côté. Donc les étrangers que vous pensez manipuler là, eux aussi là, ils s'ajoutent à vous pour enlever les gens du Nord là, et puis après ils vont vous taguer pour prendre vos terres. Vous les GOR là. Les Burkinabés que vous pensez que vous voulez utiliser là, si vous pensez qu'ils sont bêtes là, vous vous trompez gravement. Ils sont en train de vous aider pour que les gens du RHDP n'ont qu'à vous biama. Vous avez vu ce que le Burkinabé seul a fait à Nayo, non? Vous avez vu l'action Sanokan qu'il a fait à Nayo, non? Lui seul, non? Il a débé plusieurs parmi vous, non? C'est ça, ils vous attendent. Si Dieu fait que vous arrivez à exterminer les gens du RHDP, là, automatiquement les mêmes Burkinabés là, vont vous attaquer dans vos villages là-bas et puis ils vont vous massacrer vous tous et puis ils vont prendre vos terres. Ah, vous pensez qu'eux aussi ils sont pas intelligents? Vous pensez que Côte d'Ivoire que vous avez et que vous ne connaissez pas valeur là, eux connaissent valeur. Donc on n'a qu'à continuer à s'affaiblir entre nous.
On n'a qu'à continuer à dire qu'on est étranger. Ah, toi, tu es Dida, non? Ça, c'est Libéria. Ah, toi, Mariam Traoré. Ça, là, c'est Tengrela. Ça, là, Tengrela. Ça, c'est Mali. C'est Mali, ici, c'est Bouni. Faut pas vraiment se fatiguer. Marshal Koulibaly. Ça, c'est Ségou. Ça, là, c'est... Oui, c'est nous faut de Ségou. Le roi du printemps. Le roi du printemps. Ça, là, ça doit être du Ghana. Continuons seulement. Continuons seulement. C'est ça qui donne la force aux étrangers sur nous. Vous avez vu ce que Amadou Ouremi vous a fait, non? Babo voulait lui donner force, non? Contre les guerriers à Nidrou. Mais quand Amadou a eu les armes et les hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses propres parents du Burkina. Ils ont zigouillé les guerriers à Nidrou. Tous les guerriers là, ils ont nyangami là-bas pour prendre vos territoires. Continuons à nous battre entre nous. Comme on est très cons, nous les Ivoiriens, on est suffisamment très cons, en pensant que les étrangers vont se mettre d'un côté pour nous aider. Quand ils vont finir de neutraliser un côté là, ils vont bien mal l'autre côté, et puis la Côte d'Ivoire va leur appartenir. Donc, bonne chance à chacun de nous.